Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité. Question d'actualité. Nous recevons aujourd'hui Jesse Numbi. Il est analyste et aussi acteur politique indépendant. Il est dans nos studios pour parler des questions d'actualité nécessairement, parler du processus électoral et aussi de la guerre qui se réalise ou qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Jesse, bonjour. Bonjour, monsieur Didier. Voilà, nous sommes en plein processus électoral. Quel message doit adopter les acteurs politiques pendant cette période, selon vous? Merci beaucoup. Vous savez, le processus électoral ou la période de campagne électorale, c'est une période où chacun des candidats cherche à convaincre les électeurs pour voter pour lui. C'est une période où chacun utilise les moyens, soit le langage, soit les gestes, pour attirer effectivement les votes. Alors, il faut aussi savoir que le vote ne se fait pas pour le vote, mais le vote se fait en respectant certaines règles. Il y a une loi qui encadre le processus électoral, qui encadre la période de campagne, qui prévoit effectivement comment devra se faire un processus, ou plutôt la campagne électorale dans un pays démocratique comme le nôtre. La première des choses, il faut noter que tout Congolais ou tout candidat congolais est libre de mener sa campagne pendant la période de campagne et non pas avant. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en train de se lancer dans la campagne actuellement, ils sont hors la loi. Ils sont en train, nous voyons des choses qui se passent dans la ville, des affichages avec numéros, des affichages, le choix de tel, le meilleur choix, ainsi de suite. C'est déjà une forme de campagne qui ne dit pas son mot, et d'ailleurs c'est à peine voilé. Tout le monde le fait dans certains médias. Et curieusement, nous recevons même de certaines maisons de communication des messages de campagne, particulièrement avec RTL. Nous avons reçu des messages à peine voilés, c'est de la campagne. Je pense que c'est déjà un tout petit peu biaisé. Mais quel langage il faut porter? Comme je l'ai dit, l'objectif c'est d'avoir les électeurs. L'objectif c'est d'avoir le vote. Alors, chacun va utiliser un langage qui va convaincre, qui va, en fonction de son milieu, en fonction de son entourage, mais tout en respectant la loi. Donc, les acteurs politiques, ils ont leurs intérêts, mais de l'autre côté, il faudrait que l'État ou l'organisateur de ces élections, bien sûr, je parle de l'État en général, il y a la CENI, mais il y a l'État derrière tout ça, doit faire respecter les règles d'usage, notamment pour que nous ayons des élections apaisées, des élections sans casse. Mais je sais que c'est un moment très chaud où chacun, comme je l'ai dit, va utiliser les moyens qui lui fait attirer les électeurs. Quitte à utiliser même des langages peut-être peu courtois ou peu recommandables. Voilà, récemment au Kasaï, le gouverneur a dû interdire à tout autre candidat à la présidence de battre campagne dans son fief. Et récemment également, je reviens encore sur récemment parce que c'est encore d'actualité, à Kasumbalesa, un jeune militant de l'UDPS, parce qu'il faut le citer parce qu'il s'est déjà présenté de la sorte, dit tout haut que c'est un fief réservé à un seul parti politique que les autres. Et ça déclenchait déjà des mépris. Au Kasaï déjà, à Kasumbalesa, on a pratiquement déshabillé nos mamans. Qu'en est-il exactement? Vous avez tout à fait raison, mais la liste n'est pas exhaustive. Moi, j'ai suivi ici même à Lubumbashi un parti politique dire à un autre parti politique: vous ne ferez pas votre campagne dans notre fief. Vous ne passerez pas à la Kenya. Vous ne passez pas dans telle commune. Parce que on ne peut pas vous accepter. Curieusement, ça se fait au vu et su de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit,
chacun utilise ses moyens pour accéder au pouvoir. D'autres utilisent même la violence pour empêcher les autres à battre campagne. Comme je l'ai dit, nous sommes dans un combat, comme dans une guerre, n'est-ce pas? Mais malheureusement, chacun utilise n'importe quel moyen. Alors, il faudrait que l'arbitre, qui est l'État, puisse effectivement encadrer ce jeu. Parce que l'organisation des élections ne sont pas une fin en soi. L'objectif des élections, c'est après les élections. Qu'est-ce que nous visons après les élections? Les élections ne sont pas une fin. L'objectif, c'est le développement. L'objectif, c'est de renforcer la démocratie. L'objectif, c'est de renforcer la cohésion. L'objectif, c'est d'améliorer le vivre ensemble et même le bien-être de tous. Mais si les élections vont nous amener à des conflits, alors les élections ne valent pas. Alors, il faut faire attention. On peut arrêter ces processus? Non, on ne doit pas arrêter parce que moi je suis un démocrate et je souhaite que les élections, c'est très important. Mais c'est que je trouve qu'il y a une hypocrisie au niveau, ou une incompétence entre les deux. Soit c'est de l'hypocrisie, soit de l'incompétence au niveau de l'État organisateur, du gouvernement. Comment voulez-vous un gouverneur qui tient un langage discriminatoire, un langage qui appelle à la haine, ce gouverneur, il est libre. Il n'y a pas que ce gouverneur. Moi, j'ai entendu des pasteurs au stade, Kachala Bonzola, quelque chose comme ça, se permettre de dire aux gens, ici c'est lui, c'est elle. Si un autre, il a même menacé ou même maudit les gens en disant, si un Kassaïen votait pour quelqu'un d'autre, voilà que les ancêtres, que Dieu le maudisse. Voyez-vous, des propos pareils, on laisse faire. Alors que le même langage, s'il aurait été utilisé par un autre peuple, il serait condamné pour, c'est pas moi, incitation à la haine ou ainsi de suite au tribalisme. Je pense que c'est là le premier problème. Les politiques vont se comporter tels qu'ils vont se comporter en fonction de ce qu'on va leur offrir comme possibilité sur le terrain. Si l'État est rigoureux, vous allez voir que les politiques vont aussi gérer leur langue. La langue est un petit instrument, mais elle peut brûler. En 1992, très jeune, j'étais encore à l'ICASI, j'ai suivi un discours. Les années 91-92, après le pillage, j'ai suivi un discours. Tutabatelemusha. Ce n'était qu'un petit mot. Tutabapakala mafuta, tutabatepakala panjanja, tutabatelemoucha. C'était un petit mot, et quelques mois après, ça a été une réalité, et des gens en sont morts. J'en ai perdu des amis que je n'ai jamais oubliés jusqu'aujourd'hui. Mon ami intime, paix à son âme, Huguin Kabamba, est allé mourir au Kasaï suite à ces histoires-là. Mais aujourd'hui, les gens se laissent aller comme si l'histoire ne devait pas nous enseigner. On utilise des langages aussi légers, comme ça, à Kasumbalé, ça pour dire, non, ici, nous ne voulons pas, nous on ne veut pas, ici c'est elle. Il y a là. Ça, c'est pas de la démocratie. Et curieusement, comme vous l'avez dit, c'est généralement les partisans du pouvoir. Ce qui est anormal. Eux devraient plutôt même militer pour la paix. Mais on a l'impression aujourd'hui que c'est ceux qui ont le pouvoir qui sont en train d'utiliser la violence pour intimider les autres, pour empêcher les autres à rentrer dans le vrai débat politique, afin que nous puissions rester seulement dans le jeu de l'intimidation et dans la gestion par défi. Je pense que les politiques ont leurs responsabilités, mais ils ne respecteront pas ça s'il n'y a pas un État qui les y force, qui les y amène par force. L'État est là pour encadrer, pour punir, pour sanctionner. Et si l'État ne fait pas son travail, je pense que ce que nous avons vu jusqu'aujourd'hui, c'est petit. On verra pire que ça. Parce que qu'est-ce que les gens disent? J'ai entendu les populations du Bandundu dire, parce qu'on a agressé Fayoulou au Kasaï, nous les attendons aussi au tournant. Vous voyez ce que ça signifie? Et les autres risquent de dire la même chose dans chaque province. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait de la... Craignez-vous le retour de l'événement de 1992? Moi, je pense que rien n'est exclu pour l'instant. Vous êtes en train de voir ce qui se passe. Vous êtes un analyste, un observateur de la vie
politique de ce pays. Vous voyez ce qui se passe à Kisangani, vous voyez ce qui se passe au Bandundu. Vous vous imaginez le Kasaï et frontière, Chikapa et fait frontière avec le Bandundu. Vous vous imaginez ce que ça peut faire. Vous parlez de 92, mais moi je voudrais aller plus récemment. Après le choix de Tshisekedi comme président de la République, vous savez ce qui s'est passé au Bandundu? Vous voulez vous imaginer ce que ça peut faire aujourd'hui si la situation se répète ou si le problème vient du Kasaï? Il faut que nous fassions très attention. Le pays est sur un feu couvant. Tout peut arriver. Je pense que nous devons faire très attention. Et si alors les officiels, les autorités, eux-là qui sont déjà acteurs, encadreurs, qui représentent l'État, se livrent à ce genre de messages? Et vous, en tant qu'analyste? Mais c'est ça qui est très dangereux. C'est pourquoi je dis, vous savez, dans l'apaisement du processus électoral, il y a 3 acteurs essentiels. Il y a l'organisateur, notamment l'État. Là-dedans, je mets la CENI, le gouvernement, les forces de l'ordre, ainsi de suite, les cours des tribunaux. De l'autre côté, vous avez les acteurs politiques. Et en dernier ressort, il y a la pauvre population qui est généralement manipulée. Alors, les politiques, je vous ai dit, ils n'ont aucune seule ambition, c'est gagner. Ils peuvent utiliser même les coups bas. Ils peuvent utiliser même les moyens les plus malhonnêtes. Ça, c'est le politique. Et généralement, dans ce monde-là, ils ne sont pas très corrects. Généralement, dans ce monde-là, la morale n'est pas leur fort, voyez-vous. Mais maintenant, qui maîtrise ou qui encadre tout ce jeu, c'est l'arbitre. Même dans le foot, quand il n'y a pas d'arbitre, les gens prendraient le ballon avec la main, ils mettraient le ballon dans le fond du filet et ils gagneraient, voyez-vous. C'est l'État l'arbitre. Effectivement, c'est l'État qui doit jouer le travail. Mais si les acteurs du gouvernement, ceux qui sont censés défendre cet État, ils sont en train de se livrer à ce petit jeu, alors là, je pense que c'est pour ça que ma crainte est encore beaucoup plus importante quand je vois les membres de la CENI tenir des langages ou des propos discriminatoires, les membres de la CENI faire un choix sur un candidat, s'attaquer à d'autres candidats. Quand je vois les autorités politico-administratives plutôt, se permettre des langages aussi légers comme ce qui s'est passé dans le Kasaï et ne pas être inquiété, quand je vois les forces de l'ordre être complaisants envers les militants des partis politiques qui sèment la violence, oui, ou les candidats qui sèment la violence, qui appellent à la violence, qui appellent à la haine tribale. Alors là, je pense que le pays court un risque danger d'implosion. Vous pensez que l'État est défaillant dans ce processus électoral de 2023? Volontairement. Par quels moyens? Comment vous le démontrez? Parce que déjà, dans les échéances précédentes de 2018, il y a certains qui ont été arrêtés, notamment les pasteurs Mulunda. Je vais vous citer une phrase de l'époque. Joseph Kabila dit « Watajibomowa ». Ici à Lubumbashi, tous ces mouvements qui sèment le désordre, ils se sont tus. Pour dire quoi? Quand l'État veut, il peut. Donc, si ça continue à Kasumbalesa, c'est parce que l'État encourage. Si ça continue à la Kenya, à Bongonga et un peu partout à Lubumbashi et à Fungurume et dans d'autres sites, c'est parce que l'État laisse faire. Et ce, pour les intérêts d'un groupe, pour les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Mais le risque, c'est que ceux qui sont en train de croire que c'est dans leur intérêt, ça peut leur revenir comme un boomerang. C'est ça le danger. Et là, ils ne sauront plus le maîtriser. C'est pourquoi je dis le pays risque l'implosion. Nous n'avons pas besoin d'aller dans une situation de chaos pour s'imposer au pouvoir. Parce qu'on a l'impression que certains veulent utiliser le chaos pour s'imposer. Ils veulent provoquer le traumatisme, ils vont provoquer l'intimidation, user d'intimidation pour empêcher les gens d'aller voter, pour empêcher les Congolais à exercer leur droit le plus légitime. Mais je vais vous dire une chose, que le Congolais ne supportera pas
que ces élections lui soient volées. Si jamais, au 20 décembre, il y a élection, je vous assure que le peuple congolais ne laissera pas que ces élections lui soient volées. Ça, je peux vous l'assurer. Ça passe ou ça casse. Je vous dis, le peuple... C'est pas un message trop fort que vous venez d'annoncer. Je suis en train de faire une observation parce que je vois comment ça évolue. Regardez les mobilisations au niveau des camps politiques. C'est pas un appel à la Non, moi révolte? je ne fais pas un appel parce que je ne suis même pas candidat. Je ne suis même pas concerné par ce processus. Bien sûr, vous êtes acteur politique. Je suis acteur politique, je n'irai pas aux élections, je n'irai pas voter. Je n'irai pas voter parce que je pense, parce que je ne crois pas, parce que c'est vous qui le dites, parce que je n'ai pas confiance en ce processus. Et je pense que ce processus nous mène droit vers le chaos. On devait arrêter pour corriger les choses. On est en train d'aller vers le chaos. Je vois le chaos. Et ce que je vous dis, ce n'est pas un appel, c'est un constat. C'est plutôt une alerte que nous disons, nous devons faire attention parce que les choses ne vont pas bien. Et quand ça ne va pas bien, nous sommes tous responsables parce que le pays nous appartient. Je vous ai dit que je ne voterai pas, ça c'est vrai, mais ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas ce qui se passe. Ça m'intéresse et je voudrais que l'on fasse attention parce que nous n'avons que le Congo, nous autres ici, à part les autres qui ont plusieurs nationalités, parce qu'ils viennent d'ailleurs, ils ont la possibilité d'en avoir encore. Nous n'avons que le Congo, alors qu'on nous laisse le Congo tel qu'il était. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de tensions, de foyers de conflits dans le Bandundu, dans la province orientale, Congo central, le Nord Kivu, l'Ituri. Nous avons des conflits un peu partout, voyez-vous. Il y a même d'autres conflits latents, dans le Kasaï même. Il y a beaucoup de conflits et si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'attiser plus des problèmes, ces conflits-là, et le pays risque de nous échapper. Nous ne voulons pas. Tel qu'énuméré des poches de tension un peu partout là, vous pensez que ces processus, ces élections auront bel et bien lieu? Même si vous dites qu'il n'y en aura pas, mais est-ce que vous pensez, les Congolais déjà préparés psychologiquement et même moralement, financièrement, les gens se procurent déjà de quoi battre campagne? Vous découragez les gens ou vous dites qu'il n'y aura pas élection directement? Alors, j'ai un langage, je vais vous donner en deux volets. Le premier, je vais vous dire, nous devons voir ces élections. Parce que plus d'1 milliard de dollars a été dépensé. Ne pas les organiser, c'est fâcher le peuple. Parce que nous devons savoir pourquoi on s'est entêté à mettre les moyens et puis ne pas les organiser. Okay. Donc, nous devons les voir. Mais de l'autre côté, j'ai des doutes. En regardant la manière dont les choses évoluent, j'ai peur que ça n'arrive pas. J'ai peur que ça n'arrive pas. Mais c'est de la responsabilité de ceux qui organisent. Et nous les attendons. Nous souhaitons qu'on les organise. Et parce que, nous avons besoin des nouveaux dirigeants dans ce pays. Nous voulons qu'il y ait un vrai changement parce que c'est tout ce que le peuple demande. En janvier, nous avons besoin d'un nouveau président de la République. Et bien sûr, éventuellement, d'un nouveau sénateur à vie. Ça, certainement, ça va arriver. Mais ne pas les organiser, alors il y aura effectivement un chaos que l'on prépare. Moi, ce que je sais est qu'en janvier, nous aurons un nouveau président. Qu'on organise ou qu'on n'organise pas, nous aurons un nouveau président. Pas celui qui est là, qui peut revenir. Il va revenir comment? Par les élections. Quelles élections? Truquées? Je vous ai dit que le peuple ne se laissera pas marcher sur le pied. Le peuple ne laissera pas qu'on lui vole ses élections. Le monsieur ne peut pas rentrer. Parce qu'il n'a rien fait dans les 5 ans. Il n'a rien fait. Je ne vois pas quel peuple... Le Congolais n'est pas si bête. Je vais utiliser son propre langage. Le Congolais n'est pas si bête pour remettre au pouvoir... le pouvoir à celui qui est en train de l'appauvrir, à celui qui est en train de le maltraiter, à celui qui est en train de s'aimer la souffrance. Non. Il nous a dit, si je ne terminais pas l'insécurité à l'Est, j'aurais échoué. Il est venu, il a trouvé un pays unique. Aujourd'hui, nous avons des morcellements où on ne peut pas gérer, où on n'aura même pas des élections. Kwamut, on ne sait pas maîtriser, à quelques kilomètres de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est Kisangani qui commence à devenir un foyer de tension. Le Nord Kivu, nous ne gérons qu'une partie.
L'Ituri, ça ne marche pas depuis tous ces mouvements qui se font là-bas avec des interminables renouvellements de l'état de siège. Et bien finalement, je pense qu'on a atteint les limites. Il faut que nous comprenions que l'homme a atteint ses limites et il n'a plus sa place là-bas. Bien, M. Jesse Numbi, vous êtes analyste. Nous continuons avec notre entretien, question d'actualité. Nous changeons de sujet. On a parlé des élections. Cette fois-ci, on va parler de la force de l'autre, de maintien de la sécurité et même de nos forces armées. Aujourd'hui, la RDC travaille avec les forces de l'État de l'Est qui sont déjà fin mandat. Pas je peux dire fin mandat. Ils ont montré de quoi ils sont capables et la SADC veut prendre le relais. Comment analysez-vous cette arrivée des forces de l'ordre de la SADC? C'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu personnellement d'incompétence. Je pense que un président africain a dit ceci à un de nos présidents ou à notre président, que ce ne sont pas les forces étrangères qui viendront combattre pour vous. Je pense que le plus important, c'est que nous puissions découvrir c'est quoi le problème en interne. Qu'est-ce qui nous dérange? Je vous informe. L'armée congolaise est réputée, ou plutôt est classée dans le top 10 des armées africaines. Le Rwanda, je ne parle pas du M23, le Rwanda n'est même pas dans le top 25. D'abord en termes logistiques, mais aussi en termes de personnel, si je puis dire ainsi, des effectifs. Alors, c'est un petit groupe du M23 qui nous embrouille depuis plus de 20 ans. La MONUSCO était ici avec plus de 20 000 hommes. Mais le M23, on dit que c'est plus ou moins 3 000. Vous pouvez vous imaginer? Et notre armée, c'est combien? C'est plus de 150 000. On a amené les forces de l'Est Afrique. Ils sont venus. En appui. On nous a raconté n'importe quoi. Première phrase du chef de l'État, chef de l'armée, commandant suprême, les forces kenyanes vont passer par Bunagana et entrer à Bunagana, donc s'installer à Bunagana. Désillusion, les forces kenyanes descendent par Goma, par avion, cette fois-là, et ils disent, nous ne sommes pas venus pour combattre contre le M23. Le chef de l'État va interpeller publiquement le chef d'état-major de ces forces kenyans. Il dit, mais nous attendons de vous, voilà, que vous puissiez dégager ces forces et tout ça et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'ensuit? On nous dit que le gouvernement est en train de briller dans la désinformation, que les forces ne sont pas venues pour se mettre contre le M23, mais plutôt pour assurer juste le cessez-le-feu. Et mettre un cadre de dialogue. Alors finalement, on trompe qui? Soit nous sommes incompétents, soit nous sommes naïfs, ou alors nous sommes complices. Comment on peut aller négocier sans lire entre les lignes, sans lire les textes? Pourquoi on s'est précipité à aller vers l'Est Afrique? Parce que tout le monde l'avait dénoncé. Tous les Congolais consciencieux, sauf quelques fanatiques aveugles qui soutenaient cette aventure, tous les Congolais disaient « Nous sommes en train d'amener le pays dans la gueule du loup. » On ne nous a pas écoutés. Et aujourd'hui, on a abandonné la SADC. C'est aujourd'hui qu'on veut revenir à la SADC. Revenons à la SADC. Voilà, c'est encore un autre membre déjà effectif. C'est encore un autre cheval de Troie que l'on amène. Parce que, qu'est-ce qu'on est en train de négocier avec la fameuse SADC? Qu'est-ce qu'on leur a dit ou qu'ils viennent faire? Je ne vois pas une force internationale qui viendrait avec un mandat plus que celui de la MONUSCO. Je ne vois pas. D'ailleurs, regardez. À peine, on nous a dit que la MONUSCO devait partir.
Mais j'apprends des actions conjointes entre la MONUSCO et les FARDC. Finalement, à quoi on joue? 20 ans durant, cette MONUSCO a refusé. Mais Quand ils sont en processus de partir. Quand les Ouazalendo demandent que la MONUSCO s'en aille, on les a tués. Pour avoir demandé que la MONUSCO s'en aille, on les a tués. Il y a déjà, finalement, qu'est-ce qui se passe? Sur ces sujets, il y a déjà des personnes condamnées et même punies. De la mascarade, nous le savons. De la mascarade, parce qu'en réalité, nous avons les images, n'est-ce pas? Mais les personnes qui étaient dans ces images, il n'y a que 2-3 personnes qu'on a ramassées par-ci par-là. Mais tous les autres, ils sont des têtes. Non, on ne doit pas. Non, on doit aller au fond des choses. C'est là que je dis, il faudrait que la justice soit responsable si nous voulons que l'état de droit s'installe réellement. Il faudrait que nous arrivions à faire le travail comme il se doit. Il y a des gens qui ont mal fait et on doit les punir sévèrement. On ne doit pas faire semblant de punir les gens. On déplace l'ancien gouverneur, il est là tout libre à Kinshasa en train de vaquer à ses occupations. Pourquoi dites-vous que le force de la SADC, c'est un cheval de Troie? C'est une annonce d'ici le 30 novembre, cette force sera au Congo. Parce que j'estime que je ne connais pas qu'est-ce qu'ils ont comme agenda. Ils vont venir avec leurs problèmes. Rappelez-vous, à l'époque, nous avons eu une petite guerre mondiale au Congo. Il y a eu des forces qui se sont battues à Kisangani. Des Ougandais d'une part, les Rwandais, les Burundais, et de l'autre côté, le Zimbabwe, la Tanzanie, ainsi de suite. Donc, l'Afrique s'est battue chez nous. Et nous risquons d'avoir la même chose. Parce qu'on va demander aujourd'hui aux autres de partir. N'oubliez pas que c'est eux qui sont aux frontières et qui sont soupçonnés être de mèche avec le M23. C'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda et les autres. Ils vont créer une tension pour que la SADC échoue. Donc nous sommes en train nous-mêmes d'emmener une guerre chez nous. Alors que nous devrions nous organiser nous-mêmes pour mener cette guerre et la finir. Le ministre des Affaires étrangères nous a dit qu'il attendait qu'une seule balle tombe à Goma pour que le feu de l'armée puisse se déclencher. C'était au mois de septembre qu'il a déclaré ça. Ouais, nous attendons encore. Mais, il n'y a pas encore pourtant, une balle hier, tombée. Non mais attendez, hier, il y a 2 jours, Goma a été privé du courant. C'était aux alentours de Goma. Hier encore. Mais c'est Goma. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est comme qui dirait le monsieur qui nous disait que la guerre, c'est à 2000 km de Kinshasa. C'est un peu ça le langage que l'on veut nous faire croire, que Bunagana, ce n'est pas un problème, c'est Goma qui est un problème. Donc la limite du Congo est maintenant placée à Goma. Le Congolais est en train de subir les affres de la guerre et un ministre dit « Nous attendons que vous puissiez arriver à Goma pour que nous puissions réagir ». C'est quoi ça? Nous avons vu un ministre de la Défense qu'on nous a chanté, tant vanté, mais jusqu'à ce jour, on n'a rien vu de son apport. Jusque-là. Pourtant, quand il est venu avec ses biceps, nous avons cru que c'est fini la guerre à l'Est. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de constater qu'il y a de l'incompétence notoire sur le plan tactique de guerre, sur le plan diplomatique. Il y a vraiment de laisser-erreur. Je suis venu dans ce plateau, sur ce plateau, il y a quelques mois. Je vous avais dit que nous sommes en train de faire de la politique, de la diplomatie d'essai-erreur. Et ça, c'est très dangereux. On ne peut pas jouer avec ça pour un pays, parce que ça ne badine pas. On ne peut pas dire j'essaye d'abord et puis après on verra. Ça va nous rattraper. Regardez, même la fameuse force de l'Est-Afrique que vous dites qui partira d'ici la fin de ce mois, ils ne partiront pas. Vous allez voir qu'il y aura des manigances, des histoires qui vont se passer pour qu'ils ne partent pas. Parce qu'en fait, ils ont maintenant découvert du miel et ils ne veulent pas partir. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Question d'actualité. C'est déjà fini. Nous vous remercions, M. Djessé, pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup et nous disons tout simplement que vive le Congo. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité.